les deux personnages les plus importants, à mon avis, de l'autonomisme alsacien, à savoir August Schneegans et Camille Dalet. August Schneegans était député de Saverne, au Reichstag. Il était né en 1856 à Strasbourg et il est décédé en 1898 à Gênes. Avant 1870-71, il fait une licence en lettres à Strasbourg. Ensuite, il est secrétaire de la commission du Danube. Il est rédacteur du courrier du Bas-Rhin et aussi au Temps. Et il est adjoint au maire de Strasbourg. Donc, c'est déjà un personnage établi. En 1870-71, lorsque l'Alsace est annexée au Reich allemand, il proteste et il est élu député français, donc, et il proteste avec les autres protestataires à Bordeaux, donc contre la cession de l'Alsace-Lorraine au Reich allemand. Il est député très brièvement, donc du 8 février 71 au 1er mars 71, date à laquelle il démissionne. Donc, il s'inscrit à ce moment-là dans le mouvement protestataire. Vous savez que à l'Assemblée nationale de Bordeaux s'est exprimé pour la cession de l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne, et les députés d'Alsace-Lorraine étaient les seuls à protester. Il a donc fait partie de ce courant protestataire. C'est très important. Mais il va quitter l'Alsace, donc il refuse en quelque sorte de devenir allemand, et il quitte l'Alsace. Il s'installe d'abord en Suisse, puis à Lyon, où il devient journaliste. En 1873, il revient en Alsace. Ce serait très intéressant de savoir ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il revire, qu'il change de position et qu'il revienne en Alsace. Je ferai un développement beaucoup plus long le 17, samedi 17, à Saverne-Otterstal, où je suis invité par la section locale d'Unterland pour parler plus en profondeur de Schneegans et de Dalet. Donc aujourd'hui, je fais un survol. Mise en bouche. Une mise en bouche. Donc en 1873, il revient en Alsace. Et il prend acte de l'impasse dans laquelle se trouve la protestation. Il prend acte aussi de ce que la Ligue d'Alsace, qui à l'époque prône l'abstention aux élections et la non-participation à l'administration, il se dit qu'on ne peut pas laisser l'Alsace et la Lorraine entre les mains des fonctionnaires de Berlin, donc prenons-nous en charge nous-mêmes, et il fonde en 1875 le premier parti autonomiste, die Autonomistische Partei. Alors c'est doublement un premier parti autonomiste, c'est un premier parti autonomiste dans le temps, puisque Spengler nous l'a dit tout à l'heure, il y a eu un deuxième mouvement autonomiste à partir de la fin du XIXe siècle, donc lui c'est le premier mouvement autonomiste à partir dans les années 1870, et c'est aussi la première fois qu'on parle d'autonomisme en Alsace, puisque donc cet autonomisme est celui dans le cadre du Reich allemand. Il y en aura un deuxième, on l'a vu avant, dans le cadre français. Alors, August Schneegans, il est libéral, il est démocrate et il est protestant. Et nous sommes dans la période aussi du Kulturkampf, donc de la lutte menée contre les catholiques,
les catholiques qui, eux, s'ancrent dans la protestation. Donc ça peut un peu expliquer la démarche de Schneegans. En 1877, il est élu au Reichstag avec 4 autres autonomistes. Il y aura donc 5 autonomistes au Reichstag à Berlin. Il arrive à Berlin et il dit en allemand, évidemment, nous venons à vous comme député allemand d'un pays allemand. Donc il prend acte de la situation. Berlin, de son côté, prend également acte de ce qui se passe en Alsace et Berlin va faire des concessions progressivement puisqu'il peut s'appuyer sur ce mouvement autonomiste. Berlin va donc créer le Landesausschuss en 1874. C'est une assemblée nommée à titre consultatif, notamment consultée sur le budget. Ensuite, en 1879, est créée en remplacement de l'Oberpräsident la fonction de Statthalter. En 1877, les pouvoirs du Landesausschuss sont élargis. Le Landesausschuss va pouvoir faire des lois locales. Et en 1879, nous avons aussi la création d'un ministère d'Alsace-Lorraine avec 4 sous-secrétaires. Et ce ministère remplace la chancellerie d'Alsace-Lorraine qui se trouvait à Berlin. Et les ministères s'installent à Strasbourg, dans les actuels bâtiments de la préfecture et des impôts, place de la République. Ce ministère va donc être composé de 4 sous-secrétaires, un pour l'intérieur, les cultes et l'instruction, un pour la justice, un pour les finances et les domaines, un pour l'industrie, l'agriculture et les travaux publics. Et il y en aura un 5e un peu plus tard pour l'enseignement supérieur. En même moment, l'Alsace-Lorraine reçoit 3 sièges au Bundesrat, mais à titre consultatif. August Schneegans va progressivement se retirer de la scène politique parce qu'il ne va pas être d'accord avec le Statthalter. Et le Statthalter va lui donner un poste de consul d'Allemagne à Messine, puis à Gênes. Autrement dit, August Schneegans était sans doute un peu en avance sur son temps. Voilà. Donc sa carrière politique se termine à la fin des années 1870 et il devient consul à Messine, puis à Gênes, et il décède à Gênes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Camille Dallet, dont j'ai fait une biographie en 1983, et elle a été rééditée et augmentée très récemment. Camille Dallet, Robert en parlera tout à l'heure, c'est une figure de proue de l'autonomisme du XXe siècle. C'est, à mon avis, l'homme politique le plus important du XXe siècle, l'homme politique alsacien. Il y en a eu un autre, c'est Pflimlin, mais Pflimlin était un homme politique français. Lui, c'était un homme politique alsacien et qui est resté fidèle à l'Alsace tout au long de sa vie. À un moment donné, on lui avait même proposé, puisqu'il est issu de la famille Ratzok, radical-socialiste, on lui avait proposé la présidence du Parti radical-socialiste de France, donc de la rue de Valois, et il s'y était opposé. Il se disait, moi je suis alsacien et j'ai un devoir, j'ai une mission, celle de défendre l'Alsace, et il est resté en Alsace. Il a mené un combat pour l'Alsace dès avant 1918 lorsqu'il était étudiant. Ensuite, il a même connu la prison en 1914 pour Franz Rosenkopf. Donc il est très francophile au départ. Mais cette observation de l'attitude allemande avant 1918 lui a sans doute fait comprendre les mécanismes qui sont mis en place.
Et dès que l'Alsace redevient française à partir de 1819, il se rend très vite compte que les mêmes mécanismes sont en place et il sera le premier, l'un des premiers, sinon le premier, à véritablement engager une lutte pour la défense. Il sera l'inventeur du terme de Heimatrecht et il est l'inventeur aussi de l'expression du concept de Sprachminderheiten. Et donc il va rester fidèle sans faille tout au long de sa vie. Même après-guerre, il sera quasiment le seul à prêcher dans le désert, avec 2 ou 3 autres. Je pense à Marcel Jacob du Nouveau Rhin français. Il sera quasiment le seul à continuer la lutte jusqu'à ce que quelques-uns le rejoignent à la fin des années 50. Et puis, bon, il va décéder en 1963.